Bien, écoutez, on va commencer parce que ça va peut-être vouloir dire qu'on peut y aller. Et puis, d'abord, bonjour à tout le monde, toutes et à tous. On vous remercie d'être présents là au débat. On a décidé de placer l'aide à l'autonomie au cœur de notre démarche politique. Et depuis sa création en 2012, les débats de l'atelier citoyen santé de Bretagne du Parti communiste nourrissent nos actions et s'inscrivent dans une continuité. Alors 2018 a été une année particulière puisqu'elle a connu cette mobilisation syndicale unitaire exceptionnelle du personnel avec l'association des directeurs au service des personnes âgées. Ça a été un véritable coup de tonnerre dans le paysage en France. Alors ce monde invisible avait décidé de faire entendre la voix de celles et de ceux qui, de fait de leur âge, n'existent plus dans notre société. Et pour leur part, le Parti communiste français et sa commission nationale santé, les parlementaires communistes dans leur tour de France, les hôpitaux et les EHPAD en lutte, ont construit également des plans d'urgence et c'est en grand débat à la fête. La commission santé consacre 4 débats à la fête, et dont le nôtre qui va déboucher effectivement sur une campagne nationale. Alors après notre premier débat régional à Saint-Brieuc en mars, nous poursuivons avec ce second débat consacré à l'agisme. On a intitulé le débat « Vivre, vieillir est une chance ». C'est pour le respect, la dignité, combattre l'agisme dans notre société, les EHPAD et à domicile. Alors se posent effectivement les questions du pourquoi et du comment ce racisme anti-vieux a-t-il pu entrer dans les consciences et parvenir à imposer ces concepts et reléguer l'éthique au second plan, y compris dans les services médicaux de soins à la personne ou de soins à la personne. Alors par qui et comment est-elle portée? Donc ça va être l'objet du débat. Il y a aussi un autre aspect de ce monde invisible, ça concerne la majorité des femmes, puisque toutes les générations sont concernées à un moment de leur vie par cette question. Et puis, bien entendu, on va poser la question concernant le capitalisme par la recherche permanente de la performance, la rentabilité, la vitesse. Est-ce qu'il ne porte pas en lui cette idéologie? Alors, il nous faut donc, c'est ce qu'on a estimé, et appréhender ce qui motive notre société à décréter ce type de pensée, parce qu'elle va véritablement conditionner les mobilisations pour d'autres alternatives. Alors, nous avons invité 3 intervenants que nous remercions vraiment d'avoir accepté cette rencontre. Pascal Chanvert, donc, qui est à ma droite, qui est président de l'association des directeurs au service des personnes âgées, la DPA, et vice-président du réseau européen du vieillissement. Bernard Spitz, qui est président de la Fédération française de l'assurance, et Olivier d'Artigol, porte-parole du Parti communiste français, qui s'excuse par avance, mais compte tenu de la fête, il y a des impondérables, et là il va consacrer au débat 3 quarts d'heure, donc on va essayer de faire... voilà. Nous avions l'habitude jusqu'à présent, parce que pour ceux qui nous ont suivis, d'inviter des intervenants pour aborder des points de vue complémentaires. Cette fois, nous avons souhaité que s'expriment des divergences de fond pour mettre en évidence l'existence d'idées qui apparaissent naturelles. Donc le débat sera suivi de dédicaces de livres, puisque ça a servi aussi de base à la construction de ce débat. Et j'ajouterai également qu'il y a un conte japonais, la grand-mère qui sauva tout un royaume, donc on en parlera peut-être tout à l'heure. Et parce que ça part assez vite pour certains bouquins, donc vous pourrez les retrouver au village du livre, de toute façon. Donc je vais d'abord passer la parole à Pascal Chanvert, qui n'a de cesse de vouloir faire respecter nos anciens, pas chose facile, dit-il, dans une société qui ne veut pas les voir, et d'ajouter que participer à réveiller les consciences, changer le regard sur le grand âge, constitue un âpre combat. Ça marche pas le micro. Il faut que ça marche par contre. Monsieur de la technique qui va passer le micro. Bien, on va prendre celui-là. Donc combat et débat, oui, on est là pour parler débat et aussi pour envisager les combats à mettre en avant. Alors l'ADEPA, c'est l'association des directeurs au service des personnes âgées.
C'est 2000 directeurs dans toute la France. C'est une insertion européenne, comme l'a dit Christiane Caro, puisque je suis vice-président du réseau européen de l'âge. Et puis c'est la présence de l'association dans différentes instances, notamment le conseil de la CNSA et aussi le haut conseil de l'âge. Alors, le travail de l'ADEPA, c'est aider les directeurs, mais je ne vais pas vous en parler ici. C'est surtout favoriser la place des personnes âgées dans la société, puisque ces 2000 directeurs d'établissements, de services à domicile et de coordination. Et donc, toute notre démarche, c'est d'attirer l'attention des Français et bien sûr des pouvoirs publics sur la place des personnes âgées. Et comme l'a dit Christiane Caro, cette place est largement minorée. Dans ce cadre-là, on a lancé une démarche qui s'appelle Citoyennage, qui consiste à donner la parole dans le cadre de congrès réguliers, tous les ans, à des personnes âgées qui sont aidées à leur domicile ou qui vivent en établissement pour qu'ils s'expriment sur leurs conditions de vie, sur leur analyse de la société. Et on le voit bien, donner la parole à des gens qui ont plus de 80, plus de 90 ans, qui sont handicapés, c'est encore un vrai défi dans notre société, dans laquelle, au fond, on donne toujours la place et donc la parole aux plus jeunes. Ça s'appelle l'agisme. Je développe pas, Christiane Caro, on a un peu parlé, j'ai vu qu'il y a des documents du Parti communiste sur cette question, mais j'en redis quand même deux mots, parce qu'il faut que nous soyons persuadés que nous sommes dans une société qui est tellement agiste que nous sommes tous agistes. Si je tiens devant vous des propos sexistes, racistes, antisémites, homophobes, vous allez tout de suite les repérer. Et j'imagine que vous allez réagir fortement. Si je tiens des propos agistes, nous allons tous adhérer. Si je dis par exemple que je suis ravi qu'Olivier d'Artigol, qui est un jeune dirigeant du Parti communiste, soit présent, on va tous prendre ça comme un compliment. Peut-être vous le premier, je n'en sais rien. Vous pouvez le dire il y a 10 ans ou 20 ans. Mais vous êtes encore jeune pour moi, et vous serez toujours jeune, parce qu'on ne se connaît pas bien, mais vous avez quelques années de moins que moi, c'est évident. Et donc, je peux dire qu'Olivier d'Artigol est jeune, mais lui, par politesse, ne va pas dire que je suis vieux. Or, incontestablement, pour lui, je suis vieux. Il n'y a pas de doute. Pardon ? Je ne sais pas quel âge vous avez. Il est possible. Dites-moi de quelle année vous êtes et on verra si vous êtes plus vieux ou plus jeune que moi. 59. De quel mois vous êtes ? Janvier. Alors, Monsieur Spitz est un vieux puisqu'il a 6 mois de plus que moi. Mais c'est difficile de dire cela. Si on n'a pas vu quelqu'un, si j'avais pas vu Olivier d'Artigol depuis 10 ans, eh bien, il serait de bon ton qu'il me dise « tu n'as pas changé ». Et je lui répondrais « tu n'as pas vieilli ». Comme si je disais à Christiane Caro que cette rencontre est bien organisée parce qu'elle est un homme engagé et efficace. Vous savez, il y a quelques années en Israël, Ben Gourion, le Premier ministre, disait « l'homme le plus important de mon gouvernement, c'est Golda Meir », c'est-à-dire une femme. Simone Veil disait dans les années 70, si on veut faire de la politique, il faut avoir des comportements d'hommes. Pensez à tous ces homosexuels qui, pendant des années, ont fait croire qu'ils étaient mariés. Ceux qui ont vu le film Pédale douce se souviennent très bien qu'un des principaux personnages vient dîner chez son patron avec ce qu'il appelle une couverture, c'est-à-dire une amie qu'il fait passer pour sa compagne. C'est-à-dire que quand on est une femme, il faut avoir des comportements d'homme. Quand on est homosexuel, il faut avoir des comportements d'hétéro. Pendant longtemps, quand on était juif, il fallait avoir des comportements de chrétiens si on était dans un pays chrétien. Bon, tout ça, profondément, c'est du racisme, c'est de l'antisémitisme, c'est du sexisme, c'est de l'homophobie. Eh bien, demander aux vieux d'avoir des comportements de jeunes, c'est ça l'agisme. Et surtout, faire en sorte que les vieux ne puissent s'exprimer que s'ils sont jeunes, c'est ancrer beaucoup plus fondamentalement l'agisme dans une société où il est déjà beaucoup. Si vous écoutez des interviews de Charles Aznavour ou de Lynn Renaud, à un moment va sortir l'idée « mais Charles, vous êtes le plus jeune d'entre nous ». Un monsieur qui a 90 ans, on ne peut pas me raconter que c'est un jeune homme. C'est un vieux. Mais c'est un vieux qui peut encore, de moins en moins, et qui, il n'y a encore pas si longtemps, chantait. Lynn Renaud est une vieille qui fait encore du cinéma. Mais ce sont des vieux. On a tendance dans notre société à considérer comme vieux ceux dont l'ADEPA s'occupe, c'est-à-dire ceux qui, à domicile en établissement, sont fragilisés. Donc vous voyez bien comment le système fonctionne. Tous les vieux qui vont bien sont des jeunes, tous les vieux qui vont mal sont des vieux.
c'est extrêmement cohérent avec la logique qu'être vieux, c'est être mal. Et ça renforce la logique qu'être vieux, c'est être mal, puisque quand on est vieux et qu'on va bien, on est jeune, et que quand on est vieux et qu'on va pas bien, alors là oui, on est vieux. On est profondément imprégné de cette culture, et il nous faut faire un travail pour chacun où nous sommes, nous départir de cette idée qu'être vieux, c'est forcément être moins. Moi, je pense qu'on peut être vieux et mieux. Et ce que nous demandons aux politiques, ce que je vais demander à Olivier d'Artigol, c'est que, en tant que responsable national, en tant que responsable d'une organisation politique, en tant que responsable politique, c'est qu'il ait un discours fort pour dénoncer l'agisme. Je le lui demande à lui parce que nous sommes ici et qu'il est avec nous. Nous le demandons bien sûr symboliquement au président de la République, parce que dans un pays comme le nôtre, c'est au premier des Français, celui que nous avons élu, que nous ayons voté ou pas pour lui d'ailleurs, c'est le premier des Français qui doit se positionner sur ces questions. Il a eu des propos forts dans la suite de Balance ton port et MeToo sur le sexisme pour dire que c'était intolérable. Il doit avoir des propos tout aussi forts sur l'agisme pour dire que c'est tout aussi intolérable. Alors, voilà ce qu'il en est de cette discrimination. Quelles en sont les conséquences? Au fond, les conséquences au quotidien, c'est que nous minorisons, nous dévalorisons les très vieux, et ça c'est inacceptable, mais comme toute discrimination, la discrimination concerne une population, ici les très vieux, mais elle concerne aussi le reste de la population. Ça veut dire que nous minorisons, nous dévalorisons ce qu'il y a de vieux en nous. Freud disait « L'opposition jeune-vieux est une des oppositions qui structure le plus le psychisme humain ». Si vous pensez que jeune et vieux, c'est une opposition qui nous structure, ça veut dire que nous sommes tous jeunes et vieux. Je vois bien ce qu'il y a de vieux en moi. Je vois bien ce qui est ma capacité de recul, une plus grande compréhension du monde que je ne l'avais il y a 20 ou 30 ans. Mais je vois aussi ce qu'il y a de jeune en moi. Ma capacité à m'enthousiasmer, ma capacité à me révolter, ma volonté de faire plein de choses. Et en fait, c'est dans cet équilibre entre jeunes et vieux que nous trouvons notre propre équilibre personnel. Et bien évidemment, ce qui se fait chez nous, ce qui se passe dans notre propre psychisme, ça se passe aussi dans l'ensemble de la société. C'est-à-dire que la société, elle doit équilibrer ce qu'il y a de vieux en elle, ce qu'il y a de neuf en elle. Parce que le vieux, c'est la tradition, c'est la relation avec le passé, et on ne construit pas un avenir si on n'est pas inspiré de son histoire, de son passé, en tant qu'individu comme en tant que collectif, et on ne construit pas non plus son avenir dans une société si on ne s'inspire pas de ce qu'il y a de plus neuf dans la société, de plus nouveau. Au fond, jeune et vieux, c'est avenir et passé, c'est avenir et histoire, c'est modernité et tradition, c'est changement et continuité. C'est ça, toutes ces logiques. Et on ne peut pas demander du nouveau si on ne sait pas dans quelle continuité, dans quelle histoire on s'inscrit. Et donc, tant au plan individuel qu'au plan collectif, c'est cela qu'il faut nous mettre ce qu'il faut mettre en perspective. Les sociétés dans lesquelles les vieux dirigent tout, et dans lesquelles les jeunes n'ont comme seule possibilité que de s'adapter à la société et aux dictats des vieux, sont des sociétés qui ne bougent pas. Ce sont des sociétés traditionnelles dans lesquelles on s'occupe bien des vieux, dans lesquelles la place du vieux est hyper valorisée, mais ce sont des sociétés qui sont peu en mouvement. Et on le voit, il y a sur cette planète des sociétés traditionnelles qui ont un savoir très important, mais ont un savoir qui est très ancré dans le passé. Les sociétés dirigées par des jeunes, et nous sommes plutôt dans ces sociétés-là. Tout le monde est très fier que le président de la République française ait une quarantaine d'années. Oui, dans une société où il n'y aurait que des plus de 80 ans qui la dirigeraient, ce serait bien de temps en temps de donner la place à des moins de 40 ou à des quadras. Mais dans une société où on hyper valorise les quadras, ce serait peut-être bien de temps en temps d'avoir un président de la République de 80 ans. Mais dès que je dis ça, il y en a plein qui se disent « Ah bah non, on ne peut pas avoir un président de la République de plus de 80 ans ». Et d'ailleurs, quand on interroge les Français sur le sujet, ils sont immensément, très largement
enclin à dire qu'il ne faut pas que le prochain président de la République ait plus de 80 ans. Par contre, les Français majoritairement disent que ça pourrait être une femme, ça pourrait être quelqu'un issu d'une religion minoritaire, ça pourrait être un homosexuel. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Dans notre société, ça pourrait être une femme, un homosexuel, un juif, un protestant qui soit président de la République, mais pas un vieux. Vous voyez bien à quel point nous sommes agistes. Donc, ce que je prône, et j'en resterai là, c'est pas une société où les vieux dirigent tout. De même que le féminisme, c'est pas une société où les femmes dirigent tout. De même que lutter contre l'antisémitisme, c'est pas une société où les juifs dirigent tout. Lutter contre l'agisme, c'est faire en sorte qu'on soit dans une société où jeunes et vieux puissent être écoutés pour eux-mêmes et pour les responsabilités éventuellement qu'ils veulent prendre. Et puis c'est faire en sorte qu'on soit dans une société où on s'occupe bien des très vieux. Pour le dire très vite, aujourd'hui, ce qu'il faut faire pour les très vieux qui sont fragilisés, c'est augmenter le nombre de professionnels à domicile et en établissement, c'est baisser le coût payé par les personnes âgées et les familles à domicile, mais surtout en établissement, c'est au fond créer une prestation autonomie qui permettra que l'ensemble de la société accompagne les plus fragiles. Mais c'est faire aussi en sorte que les lieux de vie ne soient pas, les maisons de retraite ne soient pas des structures hyper sanitarisées, parce que c'est pas une maladie d'être vieux. Parce que personne aujourd'hui ne voudrait vivre dans un hôpital ou dans une clinique, et donc il n'y a pas de raison que les établissements pour personnes âgées soient des structures hyper médicalisées, où on est complètement angoissé autour de la santé de la personne, alors que l'important, c'est de vivre pour vous comme pour nous. Nous sommes certainement un certain nombre ici à avoir des petits bobos, des petites maladies chroniques. Ce qui fait qu'on est ensemble ce matin ici, c'est pas nos bobos, c'est notre volonté de vivre. C'est ce qui fait que nous sommes des hommes et des femmes. Et bien ça ne s'arrête jamais. Même à 80, à 90 ou à 120 ans. Même si à plus de 90 ans, on a plus de bobos qu'on en avait avant, on continue à vouloir vivre pour vivre. Donc l'important, c'est que dans notre société, les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux soient respectés. C'est de faire en sorte qu'on respecte les très vieux quand ils sont fragiles. Et c'est se souvenir, et j'en reste là, chère Christiane, c'est se souvenir toujours que l'avenir de la société, c'est les jeunes. C'est ceux qui ont 20 et 30 ans aujourd'hui qui feront la société de demain. Mais l'avenir de chaque individu, de chaque membre de la société, c'est d'être vieux. Et c'est en cela que le vieux, il est aussi notre avenir. Et de cet avenir-là, nous ne devons pas nous couper. Merci à vous. Merci. Donc, le second intervenant, c'est Bernard Spitz qui va intervenir. Juste très rapidement, dans l'avant-propos de votre livre, vous annoncez la couleur en quelque sorte, puisque vous dites qu'une France vieillissante s'installait dans le confort grâce à des prestations qu'elle n'avait plus les moyens d'assurer, que la jeunesse devrait rembourser toute sa vie. Bref, que les parents avaient organisé par négligence le hold-up du siècle, celui de leurs enfants. Une France donc qui s'accroche à des privilèges avec des vieux qui coûtent plus cher et qui n'ont pas assez cotisé pour financer leur retraite. Alors là aussi, on est au cœur du débat. Et vous considérez aussi que la social-démocratie, avec François, ou le réformisme, avec François Hollande, marque un tournant réformiste qui véritablement s'attaque au dur. Alors ces quelques lignes extraites, et bien entendu, vous avez toute liberté pour vous exprimer comme vous le souhaitez. Merci beaucoup, et merci de m'avoir invité. En plus, ces couleurs bretonnes qui me sont chères. Alors, je ne reconnais pas exactement ma plume dans ce que vous avez résumé. Je ne pense pas avoir parlé de privilèges. C'est pas comme ça que la question se pose. Mais ce qui est vrai, c'est que moi, le livre que j'ai écrit part d'un autre axe. Il est de considérer la planète jeune. Alors jeune, vieux, on va être simple. Il y a des définitions statistiques. Un jeune en France, dans les statistiques, c'est moins de 25 ans. Alors après, je reviendrai éventuellement sur ce qu'il a dit mon voisin sur l'agisme, etc. Mais bon, donc il y a des catégories statistiques. Et ce qu'on sait, et la démographie ne ment pas.
au moins un sujet sur lequel on peut être d'accord. D'abord parce que quelqu'un qui naît aujourd'hui aura 20 ans dans 20 ans, vous voyez, donc ça semble idiot, mais comme personne n'en a jamais tenu compte pour réfléchir à ce que ça nécessitait en termes de logement, en termes d'enseignement, etc., c'est pas bête de le rappeler. Et fondamentalement, la société française vieillit, c'est tout, c'est démographique, et c'est tant mieux. C'est lié uniquement au fait que l'espérance de vie a grandi au fil des 25 dernières années, qu'elle va continuer à le faire, sans doute dans des proportions un peu inférieures, mais juste pour se donner une idée de la photographie de la société française, en 2000, il y avait un Français sur 3 qui avait plus de 60 ans, en 2060, il y en aura il y en avait un sur 5 qui avait plus de 60 ans, et en 2060, il y en aura un sur 3. Et donc, tout ceci, évidemment, ne peut pas se réduire à la sécheresse statistique, mais ce que j'ai voulu dire, et c'est un point de désaccord que j'ai avec vous, c'est que la société française n'a pas, sans être une société, est une société plus traditionnelle que vous l'évoquez, c'est-à-dire, enfin que vous semblez l'exprimer, c'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé depuis les 50 dernières années, en fait, elle a donc vieilli, le poids des personnes plus âgées a augmenté, mais c'est effectivement l'avenir de chacun ici. Et ce qui s'est décalé, c'est du coup tout le fonctionnement de la société. Les gens, par exemple, un des phénomènes qui permettait d'équilibrer socialement les choses, c'était la transmission, l'héritage. Les gens n'héritent plus à l'âge où ils sont jeunes, où ils font des études, où ils auraient besoin de s'installer, de commencer à avoir des enfants. C'est quand ils sont en moyenne, quand ils ont plus de 40 ans, qui sont déjà à un moment avancé de leur vie, que la transmission se fait. Ça change beaucoup d'équilibre. On pourrait multiplier ce type d'exemple. Moi, ce que j'ai voulu dire, c'est que, et c'est pas une question de vase communicant, c'est pas les jeunes contre les vieux. C'est une question lorsqu'on prend en considération un corps social, eh bien, de voir quelles sont les choses qui ont avancé dans le bon sens ou dans le mauvais. Mais il ne viendrait pas l'idée de dire que ce qui est bon pour les jeunes est mauvais pour leurs grands-parents ou le contraire. C'est pas comme ça que les choses se passent. Et par ailleurs, vous avez utilisé le terme que je revendique, c'est celui de négligence. Je considère... Pardon. Excusez-moi. Je pense que le terme de négligence, excusez-moi, je ne pensais pas qu'on en... Merci. Le terme de négligence est approprié. Il n'y a pas eu de volonté politique, délibérée, sociale, de s'en prendre aux jeunes. Parce que c'est idiot. Nous avons tous des enfants et des petits-enfants. Est-ce qu'on veut leur malheur? Personne n'a voulu ça. Mais en laissant les choses dériver, on a de fait créé la situation qui est qu'en France, aujourd'hui, la pauvreté, c'est d'abord un phénomène de jeunes. Lorsqu'on regarde les chiffres sociaux, qui sont ceux reconnus par les organisations internationales, dans les années 70, il y avait presque 15% de personnes âgées qui étaient en deçà du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, les 14% qui sont en deçà du seuil de pauvreté, c'est les jeunes. Il y a eu une inversion. Alors, il ne s'agit pas de dire que les uns ont pris le revenu des autres. C'est juste qu'on a fait un effort dans les années 70 en France pour revaloriser le minimum vieillesse, notamment, qui a eu des effets importants pour rééquilibrer les choses. Et pendant ce temps-là, eh bien, on a laissé se dériver la situation des jeunes. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde, effectivement, lorsqu'on met le focus sur la situation des jeunes, on s'aperçoit que donc, non seulement c'est eux qui ont cet élément qui représente la masse des pauvres, mais qu'en plus, il y a une dégradation générale d'accès au logement, de soins, d'accès au système de santé, etc. Donc, il se trouve que c'est le parti pris que j'ai pris dans mon livre, c'était de me centrer sur les jeunes. Encore une fois, je ne cherche pas à les opposer aux vieux. Je crois que, justement, notre société, ce qui est important, c'est la solidarité intergénérationnelle et que les choix politiques doivent être ceux qui permettent d'établir cette solidarité intergénérationnelle. Et que donc, ça suppose toute une série de mesures qu'on pourra éventuellement évoquer pendant le débat. Ce que vous disiez sur l'agisme, un mot là-dessus. Je crois, je partage ce que vous disiez dans le ressenti, et notamment ce type d'expression qu'on peut avoir. Bon. Je pense quand même que même si tout ça correspond à des raccourcis et à des formes
comment dire, de manque de sensibilité sociale. Je ne mettrai pas sur le même plan ce que l'on dit, la relation entre hommes et femmes, l'âge, etc. Et en plus, je pense que ça tient aussi beaucoup sur l'élément que vous n'avez pas évoqué, qui est l'élément personnel. C'est pas simplement la volonté de la jeunesse, l'attrait de la jeunesse, c'est pas simplement le regard que portent les autres, c'est aussi le regard que l'on porte sur soi-même. Qui aujourd'hui achète des produits de beauté, des choses qui sont censées permettre la jeunesse, etc. C'est essentiellement les personnes, c'est beaucoup en tout cas ce marché des personnes âgées s'est développé là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une adhésion là-dessus, de la même façon effectivement que les femmes voudront rester minces, parce que c'est ça le canon de beauté que la mode et la publicité véhiculent. Donc c'est compliqué en fait, c'est quelque chose, c'est pas simplement une contrainte de l'extérieur, c'est aussi quelque chose qu'on vit de l'intérieur. Il y a des gens qui vivent très bien comme ils sont, physiquement, sans se sentir obligés d'être filiformes, et il y a des gens qui assument très bien leur âge. Je sais pas, je pensais à Jean d'Ormesson, des gens comme ça qui étaient absolument assumaient complètement les choses. Donc c'est compliqué et je ne ferai pas de règle générale. Alors, puisqu'on est sur des sujets, puisqu'on est à la fête de l'humain, moi il y avait un sujet que j'avais envie d'évoquer. On pourrait dire aussi, vous disiez les présidents de la République, jeunes, vieux, ça c'est franchement, ça n'a cessé d'alterner. On avait un président de la République italien, M. Napolitano, là, qui est parti il y a largement plus de 80 ans, il devait en avoir plus près de 90, même plus de 90 je crois. C'était le précédent. Quant à François Mitterrand, il avait quasiment 80 ans, donc c'est pas, s'il y a une alternance. Et si on a élu jadis un président jeune qui était Giscard, c'était parce que les Français se disaient, oh là là, un président qui était mourant, Pompidou, etc. Bon, je pense pas qu'il y ait de là-dessus de règles claires, c'est une question de circonstance. À un moment donné, on a envie d'autres choses qui équilibrent le passé, enfin on pourra en discuter. Et puis, il y a un sujet, moi, qui m'apporte beaucoup, et c'est peut-être avec ma casquette de président de la Fédération des assureurs, qui est celui de la dépendance, parce que c'est un sujet important, c'est un sujet qui vient d'être lancé, et je pense que c'est un sujet que vous connaissez extrêmement bien, et pour cause que le mouvement des EHPAD a relancé. C'est assez singulier, en fait, parce que vous vous souvenez peut-être que lors de l'élection présidentielle de Nicolas Sarkozy, on avait annoncé que ce serait le sujet, que la dépendance serait le sujet d'abord de l'année suivante, puis ensuite de l'année suivante, puis ensuite de l'année suivante, et puis ça n'a jamais été. Ensuite, il y a eu l'élection de François Hollande, dans laquelle il avait annoncé au début que ce serait la dépendance, et puis ensuite on n'a rien vu venir. Et comme cette fois-ci on n'en a pas parlé, tous les espoirs sont permis. La question de la dépendance, je trouve qu'elle est intéressante, parce que je pense qu'on l'aborde, et c'est l'idée que je voudrais lancer dans ce débat, et puis on pourra en parler, je pense qu'on ne l'aborde pas de la bonne façon. On l'aborde essentiellement d'une façon financière, et je crois que c'est évidemment un sujet, mais que c'est un sujet et pas le sujet. Pourquoi ? Parce que nous avons aujourd'hui un problème qui est extrêmement complexe. Premièrement, on n'a pas assez d'EHPAD, et ils ne sont pas forcément aux bons endroits. Je dirais ce que vous en pensez. Mais au jour d'aujourd'hui, la première demande des personnes âgées qui sont en situation de dépendance, c'est d'être près de sa famille, des siens. D'abord, c'est de rester le plus longtemps possible chez soi. Et ensuite, à supposer qu'ils aient besoin de bouger, d'être le plus près possible. Donc, si on propose des postes en EHPAD dans des endroits où il y a de la place, parce qu'il y a plus d'espace et que le mètre carré est moins cher, en d'autres termes, loin, eh bien, ça ne marche pas. C'est pas ça que les gens veulent. Les gens veulent être prêts. Donc quand les gens vivent dans les villes, il faut que l'espace disponible soit près des villes. Deuxièmement, aujourd'hui tout est fait pour une espèce de grand changement. Vous passez de la situation de chez vous, vous abandonnez chez vous, vous allez dans un EHPAD. Il y a une forme, c'est très violent comme démarrage. Il n'y a pas du tout de développement des formes intermédiaires, c'est-à-dire de toutes ces situations dans lesquelles des familles peuvent accompagner une partie de la journée, notamment le soir, des personnes qui sont en situation de dépendance, mais qui ont besoin, parce qu'elles travaillent, d'avoir... ça existe, mais c'est très très minoritaire par rapport... Bien sûr que ça existe, mais c'est très minoritaire et c'est structurellement tout à fait différent, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, vous n'avez pas les mêmes installations physiques des lieux, vous n'avez pas les mêmes besoins de personnel et de même nature, etc. Dans un pays comme la Corée, qui fait peut-être partie de ces sociétés traditionnelles, Corée du Sud, hein, je précise, qui fait partie de ces sociétés traditionnelles où les vieux, en tout cas comme en Asie, en tout cas, sont quand même respectés, vous ne pouvez plus construire un immeuble à Séoul, capitale de la Corée du Sud, qui ne soit pas avec la fibre numérique. Mais ça fait 20 ans.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous ces immeubles, tout ce qui est possible en matière technologique pour aider à assister les personnes en situation de dépendance, leur faciliter la vie, leur permettre d'accéder à des fonctions simples qui ne sont pas aisées autrement, tout ça est prévu. Ça a comme conséquence, premièrement, que ça permet un certain nombre de fonctions qui permet aux gens de rester le plus longtemps possible. Accessoirement, ça a permis aux 2 constructeurs coréens de devenir leaders en matière mondiale sur la domotique, que sont Samsung et LG. Parce qu'ils ont développé tous les services et tout ce qui allait avec. Nous, en France, on a cette capacité technologique, on a cette forme, on a cette force en matière de développement sur tout ce qu'on appelle le e-santé, c'est-à-dire l'application des nouvelles technologies à la santé. On a de quoi révolutionner complètement cette question de la dépendance, plutôt que de la prendre, en tout cas c'est mon point de vue, uniquement sur l'idée qu'il faut entretenir la situation actuelle. Accessoirement, sur le plan financier, elle est insoutenable, les départements n'ont pas les moyens de financer les choses, et elle est surtout totalement écrasante pour les classes moyennes, et les petites classes moyennes. Aujourd'hui, quand vous regardez l'APA, c'est-à-dire ce qui vient, la contribution publique, dès que quelqu'un a une petite retraite, elle est immédiatement happée par ça. Donc on crée un espèce d'effet extrêmement pénalisant et très injuste socialement. C'est-à-dire qu'il y a une assistance pour les plus démunis. Bon, les plus aisés, ils savent affronter. Et puis au milieu, il y a les gens qui sont abandonnés. Et donc tout ce système est un système qui ne fonctionne pas. Et je pense que le moment est venu de le réformer, mais de le réformer en prenant ensemble l'ensemble de la dimension, c'est-à-dire la technologie, c'est-à-dire l'immobilier, c'est-à-dire les règles administratives qui encadrent le système, et bien sûr le système financier. Voilà. Bien, merci. Alors, je voulais vous confirmer la citation que j'ai faite tout à l'heure. On peut la retrouver donc à la page 26. Et je vous lis... Une France pépère qui entend ne renoncer à aucune de ses habitudes. Elle appelle cela être fidèle à la tradition, mais c'est juste sa façon de s'accrocher sans le dire à ses privilèges. Après elle, le déluge. Voilà.